Professeur Mathias Eric Onangini, bonjour. Bonjour, docteur Richard Macron. Je vais relever un mot ressort en fond dans vos différentes interventions, c'est celui de l'humilité. Oui, bon, je pense que plus on s'attache à rentrer dans ce qu'on appelle la connaissance, plus à la fois on connaît des choses et on se rend compte qu'il y a toujours plus de choses à connaître. Donc en réalité, quelqu'un qui est dans cette attitude, même s'il peut avoir quelques propensions au manque d'humilité, est invité en permanence à l'humilité. Parce que plus il sait, plus il se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne sait toujours pas. Professeur, qu'est-ce que la politique? À la fois les origines du concept, les définitions, là où les définitions éventuelles, les évolutions, les usages, les polémiques, les controverses. Parce que quand on dit la politique, vraiment, ça renvoie à tellement de choses que vous seul pouvez essayer de construire une cohérence autour de ce concept. C'est pas si sûr. Disons que s'il fallait définir la politique ou le politique de la manière la plus réductrice, la politique, c'est une relation qui met en présence au moins deux acteurs, qui met donc en présence fondamentalement plusieurs acteurs. Et dans cette relation, il s'agit pour certains acteurs de pouvoir entraîner la volonté des autres acteurs, soit par la persuasion, soit par la force. Ça signifie quoi? Ça signifie que la politique renvoie à ce que Weber, dans sa perspective fortement pessimiste, appelait la domination de l'homme par l'homme. Seulement, la fameuse domination de l'homme par l'homme ne s'exerce pas matériellement de la même manière selon les lieux, selon les espaces ou selon les périodes ou les temporalités. Elle peut varier, mais toujours est-il qu'il reste cette idée que certains acteurs sont capables de peser sur la volonté d'autres acteurs, soit en utilisant la persuasion, soit en allant plus loin que la persuasion dans le sens de ce qu'on appelle la légitimité, pour faire accepter leur volonté, pour que ces acteurs-là répondent à leur volonté et entrent dans ce qu'on appelle l'obéissance et l'allégeance. Soit, quand ces acteurs ne veulent pas respecter leur volonté, ils menacent d'utiliser la force ou alors ils recourent même effectivement à la force. D'où le fait que la politique renvoie en réalité à un jeu où il y a la domination dont, disons, le noyau tient à la force et à la puissance, et où il y a la légitimité dont le noyau renvoie à la persuasion et à l'acceptation. Professeur, si on dit politique, pouvoir et puissance, qu'est-ce que cela vous évoque? Politique, pouvoir et puissance, ça renvoie effectivement à ce que j'ai appelé l'un des noyaux de la politique. Le pouvoir, c'est une relation. C'est par la relation de pouvoir que la situation, puis la position, puis l'institution politique se construisent. Il y a d'abord une relation de pouvoir. Maintenant, la puissance, c'est la capacité pour un acteur, comme je le disais tout à l'heure, de faire exercer sa volonté par un autre acteur. Mais la limite des définitions réalistes, c'est qu'elles négligent la question du sens. Aucune situation politique ne peut seulement se jouer avec le recours à la force. Aucune autorité politique ne peut se tenir, exister, se reproduire simplement sur la base de la force. Parce qu'il y a également la contrainte de faire accepter sa domination. Il y a la contrainte de faire accompagner sa puissance par l'allégeance et par l'obéissance. Ça fait donc qu'en réalité, les autorités politiques et les acteurs qui incarnent ces autorités, qui ont généralement une base plus ou moins personnelle qu'on appelle les institutions, ont besoin également de recourir au consentement. Ils ne recourent pas seulement au commandement, ils doivent recourir, il y a une rencontre entre le commandement et puis le consentement, entre
la puissance qui est du côté du commandement et puis l'obéissance qui est du côté du consentement. Professeur, dans l'effort de rendre intelligible le concept de politique, de nombreux philosophes africains et étrangers ont eu des productions majeures. S'il fallait en retenir quelques-uns, donc les travaux peuvent vraiment permettre de comprendre toute la complexité qu'il y a autour du concept de politique. Ce seraient lesquels? C'est une vraie colle que vous me posez là. En fait, il y a une myriade de textes à partir desquels vous pouvez comprendre ce que c'est que la politique. Disons, dans le registre des grands textes, on peut prendre certains qui me semblent importants. Certains de ces textes-là sont connus, d'autres ne le sont pas. J'évoquais tout à l'heure la figure de Taotep, l'un des grands sages de l'Égypte antique, dont on dit que la pensée est une pensée morale, mais en réalité, dans cette pensée morale, il y a un horizon politique. Il y a une certaine manière de faire la politique, qui est la politique faite sur la base des règles, des valeurs. En fait, c'est l'une des souches les plus anciennes d'une certaine idée de la politique fondée sur les valeurs, sur le droit, sur la morale. Il y a également un auteur qui est important, qui est Aristote, avec son fameux traité Politeia. Il y a Platon aussi. Et en termes d'apport, quand vous évoquez un philosophe, un penseur, essayez un peu de nous présenter l'apport qu'il a dans la compréhension du concept. Ce qui est intéressant, par exemple, chez Platon, c'est que Platon, en réalité, continue l'élaboration de ses maîtres égyptiens. Parce que Platon a été formé par des prêtres savants égyptiens. Néfer, qu'on appelait Eunuphis en Grèce, et Néfer, qui a été ses maîtres, parce que Platon est allé en Égypte avec Eudoxe. Ils sont restés en Égypte 13 ans. Ils ont été formés à différentes sciences et arts, la géométrie, la musique, mais aussi la science politique. Et la République de Platon, ce qu'on ne dit généralement pas quand on l'étudie, en réalité, c'est une idéalisation de l'État pharaonique égyptien. C'est ça la République platonicienne. Donc, il montre la base, il continue dans la base qui était dominante chez les penseurs égyptiens, mais qui n'est pas la base unique, parce que l'Égypte, en même temps, a aussi inventé la politique réaliste avec un pharaon qui était également un philosophe. C'est la figure du roi philosophe, Amenemhat Ier, qui a écrit donc des sagesses en destination de son fils pour lui montrer quelles étaient les exigences d'un dirigeant sur la base de ce qu'on appelle aujourd'hui le réalisme politique. Aristote est intéressant parce que justement, il est des auteurs anciens, celui qui montre donc maintenant la politique descriptive, c'est-à-dire une science politique qui va donc décrire les dispositifs de pouvoir, les rapports de pouvoir, les pratiques politiques. Même si on n'a pas tout retrouvé, on a au moins retrouvé la Politeia qui montre comment Aristote fait une étude qui en réalité est une étude de droit constitutionnel et de sciences politiques sur les régimes politiques qui existent en Grèce. Un autre auteur intéressant dans cette perspective, c'est Polybe. Mais en sortant de l'Occident, il y a un auteur qui est fondamental, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est Ibn Khaldun, notamment avec la Mukaddima, qui est son grand œuvre, où en fait où il balaie littéralement toutes les sciences sociales. Des débats qu'on a aujourd'hui sur l'opposition de la ville et de la campagne, par exemple, viennent d'Ibn Khaldun. L'opposition ville-campagne est fondamentale dans sa laquelle Fanon a abondamment travaillé au plus proche de nous, Bongo Betty. C'est une opposition qui a été largement thématisée par Ibn Khaldun. Donc, il y a de nombreux manuels, je vous en ai apporté, qu'on pourrait peut-être voir à la fin, de nombreux manuels qui montrent effectivement comment on peut faire comprendre ce que c'est que la politique, des manuels d'introduction à la science politique, d'initiation à la science politique, ça pullule. Que pensez-vous d'un courant britannique qui fait de John Locke, par exemple, une référence, des références en matière de sciences politiques et de droit? Oui, John Locke est une référence, incontestablement.
John Locke est un moment important pour comprendre comment la pensée politique occidentale, proprement dite, celle qui naît dans le sillage de la Renaissance, va commencer à penser les nouvelles formes politiques qui vont apparaître, notamment le parlementarisme, la démocratie de Westminster, ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie représentative. L'un de ces penseurs décisifs, c'est bel et bien John Locke. Et Montesquieu? Montesquieu est également important, notamment en raison de son positionnement. Montesquieu est un aristocrate français. Montesquieu vit dans une France qui est dominée par la monarchie. Et une France qui est dominée par une monarchie de type absolu, non une monarchie constitutionnelle. Alors qu'au moment où Montesquieu vit, la Grande-Bretagne est déjà passée à la monarchie constitutionnelle, la France reste encore à la monarchie absolue. Et Montesquieu est donc partisan de ce qu'on introduise dans le système politique français un certain nombre de réformes. Des réformes qui ont trait notamment à l'équilibre des pouvoirs, d'où la fameuse théorie sur la séparation des pouvoirs. Mais Montesquieu, à bien le lire, n'est pas le démocrate qu'on dit. C'est essentiellement un aristocrate éclairé. Ce n'est pas le démocrate reconstruit par disons, les théoriciens libéraux républicains. C'est toujours un aristocrate, mais qui veut améliorer le dispositif de pouvoir et pense que l'équilibre entre les pouvoirs qu'il hérite en réalité de la pensée de Locke, et beaucoup Locke lui-même s'inspirant plus anciennement d'Aristote, Montesquieu est à peu près dans cette logique-là. Et l'intérêt également de Montesquieu, c'est qu'il ne se limite pas à la théorie politique normative. Sa théorie politique ne renvoie pas seulement à des considérations en termes de prescription, il faut, on doit, mais entend aussi décrire la réalité. Et c'est également un positionnement qui se veut matérialiste, parfois de manière très réductrice, notamment sa fameuse théorie de l'influence des climats sur la configuration des régimes politiques, mais qui était la manifestation de la volonté de Montesquieu d'avoir une lecture matérialiste des faits politiques. Professeur, dans cet inventaire qui est bien entendu non exhaustif, quel est l'apport donc de l'Afrique si on enlève l'Égypte que vous avez évoqué? Quels sont les auteurs ou des penseurs? L'apport de l'Afrique ne se fait pas simplement avec les Égyptiens proprement dit. Cet apport de l'Afrique se fait aussi avec les Nubiens, c'est-à-dire avec Kouch, que ce soit Kouch-Meroé, qui est le premier royaume de Kouch, ou que ce soit Kouch-Napata. Il se fait aussi avec Aksum. Aksum, en réalité, qui va émerger vers le début de l'ère chrétienne et s'imposer dans cet espace-là au moment où le royaume de Kouch se décompose et où, en réalité, l'Égypte est déjà sous domination étrangère. Maintenant, au niveau théorique, je vous ai évoqué certaines figures. Il y a la figure d'Abdul Karim al-Maghouli, qui est un théoricien songhai, qui travaille dans une tradition précise, qui est la tradition arabo-afro-islamique, c'est-à-dire d'une Afrique qui va connaître une certaine forme d'essor culturel, mais sous domination et sous influence arabe. Et c'est une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, dans l'échange qui se fait entre l'Afrique du Nord, à la fois arabe, berbère et Maure. Et les Maures, en réalité, ce sont les mélanges entre les Noirs et les Arabo-berbères. Donc, il n'est pas le seul penseur. Il y a un autre grand penseur qui est un penseur décisif dans l'histoire du droit, qui s'appelle Ibrahim Baba. Ibrahim Baba, qui est très connu dans les pays de tradition musulmane. C'est un très grand érudit en matière de sciences juridiques qui a été l'un des premiers théoriciens au plan, disons, mondial à dénoncer l'esclavage des Noirs. Ibrahim Baba, il vit au Moyen-Âge, c'est un Songhai qui sera obligé de s'exiler au Maroc parce que comme il est savant, les Almoravides, les Almorabitouni vont le prendre et l'amener au Maroc où on va l'exiler, on va le déporter.
Et c'est l'un des plus grands érudits de la pensée islamique, très, très respecté dans la science musulmane, qui est, il faut le dire au passage, l'une des sources de la science occidentale, parce que ce sont les arabo-musulmans. Quand je dis les arabo-musulmans, ce ne sont pas simplement les Arabes, c'est aussi les Perses, c'est aussi les Indiens et c'est aussi les arabo-africains, c'est-à-dire les arabo-négro-africains, qui ont transmis à l'Occident le souvenir de la science platonico-aristotélicienne, qui était la base de la montée en puissance de l'Occident au niveau de la science et de la philosophie. C'est ce monde arabo-musulman qui retransmet au début du Moyen-Âge, disons à la moitié du Moyen-Âge, entre le 11e et le 13e siècle, qui retransmettent cet héritage à l'Occident qu'il avait déjà oublié. Professeur, politique est un adjectif qui vient du latin politicus, du grec politikos, et de l'égyptien, point d'interrogation, et du bassa, point d'interrogation, et de l'owondo, point d'interrogation. Politique vient de polis et vient de taxis. Polis, c'est la cité. C'est, disons, le système politique. Taxis, c'est l'ordre. C'est ce qui est posé. C'est ça qui va donner politicus en latin, qui va donner politique en français, politique en anglais, ainsi de suite. Mais polis a trait, en réalité, à un vocabulaire que j'appelle afro-asiatique. Polis vient de l'égyptien père. Père qui désigne la maison. Et comment la maison va désigner donc la cité, me diriez-vous? La maison va désigner la cité parce que le palais où réside le roi sacré, le roi empereur égyptien, a été appelé Pera. Pera qui veut dire la grande maison. Et Pera est aussi à l'origine du terme palais. Le palais, le palacio, c'est Pera, c'est-à-dire la grande maison, là où il y a le roi. Maintenant, père, c'est une racine que vous retrouvez encore dans les langues africaines pour dire des choses qui ont trait à la concession ou à la maison. Application. Quand on dit ambassade, pola, ou quand on dit pelé, on renvoie en fait à un espace. En Douala, quand on dit épolo ou épola, c'est la même chose. Quand on dit dans les langues dites écan, c'est-à-dire Famboulou Beti, parce qu'il y a plusieurs séries de langues là-dedans, mais il y a une langue dominante, mais ce n'est pas la question. Quand on dit Afola ou Apola, ou même Epola, comme on dit chez les Manguissa ou les Étones, c'est toujours la même chose. En plus, en Douala, quand on dit Epalais, on ne parle plus seulement de la maison, on parle aussi de la concession. C'est donc l'idée, en réalité, d'une citadelle qui est entourée, c'est-à-dire d'un ordre politique qui a déterminé ses frontières. Et cela amène d'ailleurs justement à relativiser les considérations dominantes sur le fameux État territorial, l'État westphalien du XVIIe siècle, qu'on a présenté comme celui qui a en réalité rationalisé la logique des frontières. Or, dans l'Égypte classique, il y a des stèles qui indiquaient ici, vous êtes en Égypte. De l'autre côté, ce n'est plus l'Égypte. C'est quoi? C'est la frontière. Et d'ailleurs, ce qu'on ne dit pas, qui est le grand théoricien de l'État occidental comme principe de souveraineté? C'est Jean Bodin. Or, l'un des modèles de Jean Bodin pour constituer ce modèle d'État, c'est l'État égyptien. Maintenant, revenons à notre histoire. Taxis, en grec,
c'est ce qui est ordonné, ce qui est posé. En petit, que veut dire tac? C'est exactement la même chose. Pourquoi ces liens? Parce qu'en réalité, ce qu'on ne dit toujours pas, c'est qu'il y a deux Grèces. Il y a une Grèce afro-asiatique, c'est-à-dire une Grèce constituée de communautés noires apparentées aux communautés africaines parce qu'elles sont venues d'Afrique et sont installées en Europe et en Asie. C'est ce qu'on appelle la Grèce prédorienne. Cheikh Anta Diop, dans Civilisation et barbarie, dans l'antériorité des civilisations nègres, en parle. Et il y a la Grèce dorienne. La Grèce dorienne, c'est la Grèce blanche, qui va venir donc conquérir le même espace, mais aura en héritage une grande partie des habitudes et la langue des Grecs noirs. Lesquels Grecs noirs sont apparentés aux Africains qui vivaient en Afrique du Nord, qui sont les mêmes qui vont aller en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre, selon les moments de l'histoire. Voilà pourquoi il y a des liens. Et il y a beaucoup plus de liens qu'on imagine. Quand les Africains auront appris à regarder les choses sans simplement les regarder à partir de la perspective occidentolâtre. Moi, je n'ai rien contre la perspective occidentale en tant que telle, mais c'est contre l'occidentolâtrie que j'ai quelque chose. Parce que ça nous ferme le regard, ça ferme notre horizon. Quand vous dites Laos en grec, d'où vient le terme laïque, ça renvoie au pays, ça renvoie au peuple. Quand vous dites dans les langues bamileke, là, c'est quoi? C'est quoi? Si ce n'est pas le pays. Donc, ce sont des choses sur lesquelles nous devons approfondir notre regard. L'idéal de la polis, la fameuse politeia de Platon, je vous l'ai dit, c'est l'état pharaonique. Et l'inspirateur de la démocratie solonienne, c'est l'Égypte de Bakenref, c'est-à-dire le pharaon que les Grecs appelaient Bokoris. C'est à peu près 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Parce que c'est à ce moment que Solon va en Égypte et il trouve un certain nombre de réformes en Égypte. Il trouve notamment des réformes fiscales en termes de justice sociale, comment on va imposer les riches pour redistribuer aux pauvres. Il trouve aussi un certain nombre de pratiques en termes d'organisation de la décision collective, telles que ces pratiques sont appliquées dans les temples universités égyptiens, puisque les temples, on dirait aujourd'hui les séminaires où il y avait les prêtres égyptiens, étaient à la fois des temples, des églises, c'était des universités et c'était également des entreprises économiques. Or, Solon a été formé notamment par les grands prêtres de Saïs, de la ville égyptienne que les Grecs appelaient Saïs et qui s'appelait en réalité Saou. Et Platon en parle dans le Timée, quand il restitue le dialogue qu'il y a entre Solon et le vieux prêtre égyptien qui s'appelait Séanque et que les Grecs ont appelé Sonkis. Voilà les liens qui montre d'où vient l'organisation de la police, dans le sens d'une police qui va pratiquer un État débarrassé des ressorts tyranniques. Merci infiniment, professeur. Si on dit sciences politiques africaines et sciences politiques en Afrique. Oui, il y a une science politique en Afrique. Il y a une partie de la science politique en Afrique qui est étrangère parce qu'elle est portée par des institutions qui se rattachent à des pays étrangers à l'Afrique qui appartiennent à d'autres aires civilisationnelles. Évoquons par exemple ici un certain nombre d'instituts, par exemple l'Institut français, les instituts français qui existent au Kenya et au Nigeria, qui sont consacrés à l'étude des sociétés africaines. Ce sont des institutions qui travaillent en Afrique dans les sciences sociales, même en matière de sciences politiques, mais qui ne sont pas contrôlées, programmées, dirigées par des Africains. Puis, il y a des institutions africaines qui font de la science politique en Afrique.
mais qui font de la science politique en Afrique simplement sur la base de conceptions, hein, Foucault dirait d'épistémés, qui viennent de l'extérieur de l'Afrique. Et en réalité, ces institutions sont le lot dominant des communautés, soit scientifiques, soit académiques africaines. Maintenant, il ne suffit pas d'être africain pour faire un certain type de science politique, soit une science politique afrocentrique, pour reprendre le thème de Mole Fikete Asante, qui est américain et qui, justement, ayant une formation sociologique classique à l'occidental, s'est révolté parce que, selon lui, c'était un regard qui était toujours dévalorisant pour les descendants d'Africains, les Africains américains. Il a estimé qu'il fallait reconstruire un autre modèle qui mettait l'africanité au centre. C'est ça, l'afrocentricité, que ses adversaires ont caricaturé, notamment la fameuse historienne américaine Mary Lefkowitz en afrocentrisme. Il y a également ce que, dans une tradition voisine, certains ont appelé l'afrologie ou l'africologie, par opposition à une tradition donc qui a un regard d'origine coloniale sur l'Afrique et que le vénérable Théophile Obenga attaque dans un livre extrêmement brutal, où il s'attaque aux partisans de ce qu'il appelle l'africanisme, dans une connotation péjorative, c'est-à-dire une science politique qui étudie l'Afrique avec un certain nombre de préjugés et avec une vision qui est toujours au final une vision essentiellement négative de l'Afrique. Qu'est-ce que le pouvoir, professeur? Le pouvoir, c'est un rapport que certains prennent pour une substance. C'est-à-dire, quand les gens parlent du pouvoir, ils voient un certain nombre des expressions du pouvoir. Par exemple, les ressources auxquelles le pouvoir donne accès, que ce soit les ressources institutionnelles, que ce soit les ressources matérielles, que ce soit les ressources coercitives. Et ils croient que le pouvoir se trouve dans les ressources, alors que le pouvoir se trouve dans le contrôle des ressources et le contrôle des relations entre les acteurs qui sont inscrits dans un espace sur lequel le pouvoir s'exerce comme rapport. Donc le pouvoir, c'est d'abord un rapport, si vous voulez, un ensemble de relations, de domination, de puissance, mais aussi, comme on l'a dit, de légitimation et de consentement. C'est ça le pouvoir. Donc il a une structure complexe où il y a des aspects matériels. Le pouvoir touche au contrôle des ressources matérielles. Voilà pourquoi, même dans les sociétés dites modernes, industrielles occidentales, le fait d'avoir un certain niveau de patrimoine et de revenus vous donne une certaine force, au moins à titre de force et de contrepoids en termes de pouvoir. Parce qu'il n'y a pas, comme le disait Max Weber, il n'y a pas d'ordre politique sans moyen de gestion. Hein? Dans mon village, on le dirait en néondo, bien bimo, si vous n'avez pas les choses, comme disent les Camerounais, vous ne pouvez pas avoir le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir donne accès à ces ressources d'allocation, pour parler dans le langage du sociologue britannique Giddens. Mais le pouvoir contrôle aussi les structures immatérielles. Il contrôle les croyances. Voilà pourquoi, par exemple, particulièrement dans nos pays d'Afrique, mais c'est valable partout hein, dans le monde, les institutions de production de la croyance que sont les grands médias, et particulièrement les médias d'État, sont fortement surveillés. Dans ma naïveté d'adolescent, je croyais que ça nous était spécifique. Mais je suis allé en France et je suis allé une fois chez une de mes cousines germaines qui habitait près d'un camp militaire en réalité qui protégeait des installations médiatiques. Vous voyez, quand il y a une crise, on l'a vu en Côte d'Ivoire en 2011, l'importance de la RTI. Vous avez vu le moment où, dans la bataille, des forces pro-Ouattara, mais qui n'étaient pas directement liées à Ouattara, parce que c'était Ibé Coulibaly qui avait son action autonome, le fameux commando invisible, ont pris la RTI.
Et ça, c'était vécu comme un moment donc, de défaite pour le régime de la refondation du président Laurent Gbagbo. Mais la garde républicaine associée au régime de la refondation a repris la RTI. Parce qu'il fallait contrôler la RTI dans le dispositif. Et de l'autre côté, on a donc fabriqué une télévision pour légitimer l'ancrage d'Alassane Dramane Ouattara comme président. Professeur, quel est le lien que vous faites entre le pouvoir, le commandement, la légalité et la légitimité? S'il fallait faire un choix entre ces différents concepts, ce serait lequel? Ou bien il n'y a pas de choix possible? Il n'y a pas de choix à faire, il n'y a que des choses à observer. On peut avoir telle ou telle sensibilité, mais de toutes les manières, même si vous faites le choix, vous revenez toujours à la réalité qui, en la matière, est substantielle. Derrière le commandement, derrière la question de la légalité, derrière la question de la légitimité, il y a le pouvoir. C'est ce rapport-là qui exige qu'on construise le commandement. Parce que pour établir le pouvoir, il faut que ceux qui détiennent les ressources du pouvoir puissent pérenniser l'obéissance, rendre l'obéissance permanente. Et pour rendre l'obéissance permanente, il faut donc donner des ordres. Quand on donne donc des ordres, on commande. Et quand on commande, on administre. De l'autre côté, une fois donc qu'on administre, se pose donc la question de savoir si la manière d'administrer est pertinente. D'où vient donc maintenant la question de la forme qu'on donne à l'administration. Et c'est là où le droit intervient. Et dès que le droit intervient, le droit en lui-même pose déjà la question de la légitimité, même s'il n'épuise pas la question de la légitimité. Voilà pourquoi, même si un pouvoir fait l'objet de contestation, dès qu'il arrive à s'assurer une reconnaissance légale, il est déjà légitime, même si ce n'est pas la seule forme de légitimation. C'est une légitimation normative. C'est une légitimation normative peut-être, mais surtout structurelle. Quel niveau situez-vous la gouvernance ou la bonne gouvernance? La gouvernance, c'est encore un autre registre. D'abord, le mot vient du français médiéval et il connotait un certain type de relations de pouvoir, des relations de pouvoir ayant trait en fait à la gestion de la proximité. Ce terme revient dans les années 80 parce qu'il va servir à légitimer un certain nombre de transformations des rapports de pouvoir à l'intérieur des États et entre les États. Des transformations qui se font sur la base d'une mutation structurelle qui a à la fois des aspects factuels et des aspects idéologiques. Cette mutation structurelle commence dans les années 70 à partir d'un certain nombre d'événements. 71, découplage du dollar et de l'or. En raison du découplage du dollar et de l'or, on évolue vers la crise du système monétaire international, du système de Bretton Woods. Et dans les années 76, on débouche donc sur les fameux accords de Kingston. Dans les années 70, choc pétrolier de 1973, choc pétrolier de 1979-1980, avec notamment la fronde des pays producteurs de pétrole à travers l'OPEP, qui met en difficulté les centres de l'économie monde planétaire, du système monde capitaliste. Alors, le mécanisme de régulation qui s'était imposé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le fameux welfare state, l'État-providence, perd ses repères. Et cet État-providence était en réalité la matérialisation d'une orientation qui avait été portée pragmatiquement par le président Roosevelt avec le New Deal. Parce que Roosevelt a profondément transformé, en raison de la crise de 1929, l'économie politique des États-Unis, en y faisant rentrer des choses qui n'étaient pas possibles avant, notamment l'interventionnisme public, contraire à toute la tradition libérale américaine, à faire entrer l'État social. Et c'est cet État social
qui va s'aligner sur les orientations de John Maynard Keynes, qui va en réalité être le modèle dominant entre 1945 et 1975. C'est cet état-là donc qui commence à tomber, et il y a des événements politiques à la fin de ces années 70 qui ont trait à l'avènement au pouvoir de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne et de Ronald Reagan aux États-Unis. Là, c'est donc la fin du libéralisme régulé, du libéralisme modéré, et c'est l'entrée dans ce qu'on appelle le néolibéralisme, ou ce que d'autres appellent la révolution conservatrice. Professeur, on ne s'épuise pas de vous écouter. Quelle est votre conception de l'État? Ma conception de l'État, c'est que, d'abord, il faut dire que c'est une conception qui est évidemment influencée par tout le cycle de mes apprentissages et réapprentissages. Donc, c'est une conception qui a évolué. Elle a d'abord été évidemment modelée par ce qu'on m'a appris dans la tradition dominante de type occidental, mais mon intérêt de plus en plus renforcé pour d'autres traditions, notamment les traditions sudéennes, c'est-à-dire celles qui renvoient aux civilisations du Sud, les civilisations africaines et afro-asiatiques, ont modifié un peu mon regard. Pour moi, l'État est fondamentalement un ordre protecteur. L'État est là pour protéger et il doit se donner les moyens de protéger la collectivité. L'État ne saurait se réduire à une machine de dépossession de la communauté. L'État est un État organisateur. C'est un État programmateur. Dans certaines conditions, même, il peut être producteur. Donc, vous voyez que ma conception de l'État n'a rien à voir avec la conception dominante qui veut réduire l'État simplement à être un État régulateur, qui serait en quelque sorte l'arbitre du jeu du marché. Pour moi, les conditions civilisationnelles, les conditions structurelles de l'Afrique ne peuvent pas permettre à un tel État de fonctionner. Un État régulateur en Afrique ne peut produire que du désordre. Voilà pourquoi, en dépit des réformes d'ajustement, les problèmes structurels que connaissent les sociétés africaines ne sont pas réglés. Parce qu'en réalité, on veut appliquer en Afrique tout un ensemble de codes qui ne fonctionnent pas. Parce que ces codes sont en rupture avec les ressorts culturels, les ressorts organisationnels, les ressorts institutionnels, les ressorts managériaux que l'Afrique a eu à produire dans le temps. Même si ces ressorts peuvent avoir des nuances et même des différences, il y a un certain nombre de points communs. Et tant que les sociétés africaines ne respectent pas ces exigences, elles seront piégées dans la subalternité mondiale, comme c'est le cas aujourd'hui. Elles seront piégées dans la subordination et elles seront piégées dans l'incapacité à assurer leur mission de protection de la collectivité. Nous devons, sans perdre d'attention pour les expériences des autres ères civilisationnelles, l'ère occidentale et sa sœur ou sa demi-sœur, l'ère orthodoxe. Je reprends un peu la classification d'Huntington, même si je ne suis pas d'accord avec lui. L'ère confucéenne et l'ère bouddhiste qui s'interpénètrent sans être strictement la même chose. Et il y a une ère africaine qui, même déformée par les colonisations multiples que l'Afrique connaît depuis 5000 ans, il y a une ère africaine qui a un socle. Et ce socle-là, c'est un socle communautaire. Et l'intelligence, s'il y a même des gens qui veulent essayer, dans une certaine mesure, parce que ce n'est pas possible en totalité, d'aligner l'Afrique sur le modèle dominant, ils doivent comprendre qu'ils doivent construire ce modèle en tenant compte d'un certain nombre de contraintes qui existent. Vous ne pouvez pas construire un capitalisme performant en Afrique sans qu'il soit communautaire. Qu'est-ce que j'entends par communautaire?
Je n'entends pas simplement la configuration qui renvoie à des groupes sociaux qui ont une identité forte, qui ressentent une identité forte et distinctive. Non, ça c'est le niveau primitif du communautarisme. J'entends le communautarisme fort, c'est-à-dire l'idée que l'ordre social et politique a le devoir de prendre en charge l'ensemble de la communauté. Or, le discours qu'on nous tient, et c'est le discours justement de la gouvernance, j'avais pas tout à fait fini mon développement, j'avais un peu perdu le fil, c'est de nous dire qu'il y a plusieurs acteurs de pouvoir. La théorie de la gouvernance, c'est une théorie polyarchique. On dit non, vraiment, il y a ce qu'on appelle policy networks, c'est-à-dire les réseaux de politique publique. On nous dit non, il y a des policy communities, des communautés de politique, et là, il n'y a pas que l'État. D'accord. Sauf que dans une perspective communautariste, l'État demeure le garant central. Ça veut dire qu'il y a une logique républicaine dont les référents ne nous viennent pas de l'Occident. Les premières républiques de l'histoire de l'humanité sont en Afrique. C'est l'Afrique qui construit les modèles de la communauté, de la république et de la politique, et disperse ces modèles avec le fameux scénario Out of Africa, quand notre espèce, qui est essentiellement partie de l'Afrique, se répand sur l'ensemble de la Terre et élimine les autres espèces humaines. Et développe donc maintenant des formes d'organisation qui vont varier, mais vont toujours contenir un certain nombre d'éléments nucléaires qui sont venus des hommes qui sont partis d'Afrique. Professeur, votre rapport à la violence? Mon rapport à la violence, il est relatif. En tant qu'individu, j'aime pas beaucoup la violence. Moi, quand je vois les films où on tue les gens avec surtout les armes à feu, les armes blanches, j'aime pas voir ce genre de choses. Je déteste les films d'horreur. Je n'aime pas la violence. Mais maintenant, en tant que politologue, la violence est un instrument de gestion des rapports politiques. En tant que politologue, je le sais. Mais, tout en le sachant, je sais aussi qu'il ne faut pas en abuser. Je vous ai bien dit dès le départ que dans la relation de pouvoir, il y a des ressources de coercition. Mais les ressources de coercition ne sont pas destinées à être utilisées tout le temps, parce que dès que vous les utilisez tout le temps, ça dégrade votre position. Ça veut dire, par exemple, que si vous devez recourir à la coercition tout le temps, l'énergie, les moyens que vous mettez dans la coercition, c'est cette énergie-là que vous ne mettez pas pour faire autre chose d'utile pour la société. Voilà pourquoi je dis qu'il faut un rapport modéré qui tempère la violence. Maintenant, je sais aussi que précisément l'un des problèmes que les Africains ont connus en raison de leur modèle dominant de civilisation, parce qu'il y a une ère civilisationnelle avec plusieurs cultures, mais à l'intérieur des cultures, il y a certaines cultures qui ont émergé, et la culture de référence pour l'Afrique, je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas le diopisme, c'est bel et bien Kouch et Kemet, c'est-à-dire l'Égypte et le Soudan. Et nous en sommes tous fils. Voilà, comme il disait, et c'est pour ça que Cheikh Anta Diop était un génie. Il a vu quel était le problème. Et c'est pour ça qu'on ne l'aime pas ailleurs. Parce qu'il a bien vu le seul chemin qui puisse nous permettre d'atteindre l'émancipation. Il a bien vu que l'affaire, c'était une affaire de modèle civilisationnel. Et quand vous posez le problème en termes de modèle civilisationnel, vous ne pouvez pas prendre toutes les cultures d'une ère civilisationnelle. En Occident, on vous parle de Rome, on vous parle de la Grèce, mais il n'y avait pas que la Grèce, il y avait d'autres peuples même qui étaient à la limite de la barbarie. Pourquoi ce n'est pas eux qu'on prend comme modèle? Parce qu'ils ne sont pas aussi valorisants que la Grèce ou Rome. Donc l'Afrique a aussi le choix, parmi sa variété de cultures, de prendre celle qui lui semble avoir exprimé des moments où l'Afrique a été puissante et en faire donc un modèle de référence.
Donc, l'un des problèmes donc, que les Africains ont eu dans le passé, c'est que précisément, ils avaient développé une orientation qui n'était pas très attentive à la violence. Par exemple, l'Égypte n'a jamais été surimpérialiste en utilisant la force pour aller écraser les autres. À la limite, même elle était dans une espèce de relation, bon, ces gens-là ne sont pas trop civilisés, il vaut mieux, un peu comme la Chine a fait pendant longtemps, il vaut mieux s'écarter d'eux. Mais ça lui a coûté cher. Parce que c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, l'Égypte n'a pas pu maîtriser les transformations des sociétés qui l'environnement et elles qui ont développé une culture militaire extrêmement agressive. Et malgré son avancée, ses avancées, l'Égypte a fini par être battue. Donc, et c'est ma nuance donc avec les afrocentriques, romantiques comme je les appelle un peu pour les taquiner, l'Afrique doit intégrer cette expérience. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus se permettre de ne pas être attentif à la question de la concentration technoscientifique de la violence et à son usage militaire. Simplement pour se défendre, même pas pour attaquer. Nous ne pouvons pas nous désintéresser de cette question. Sinon, nous allons rester dans le trou. Tout à l'heure, vous avez dit que votre modèle d'État était un État au-delà de régulateur, oui, qui était aussi producteur. Qui était ordonnateur d'abord. Ce qui est essentiel, c'est que c'est un État ordonnateur. C'est-à-dire c'est un État qui essaie de mettre de l'ordre. L'ordre, ce n'est pas le hop-high, ce n'est pas le sissi à l'ordre. L'ordre, c'est mettre des régulations, c'est mettre des normations, c'est mettre des institutions qui fassent sens et qui soient consistantes. Parce qu'on ne peut pas fonctionner sans des cadres. Donc l'État est là pour mettre des cadres. Maintenant, l'État est conduit par des hommes. Et si ce sont des hommes sages, si ce sont des hommes cultivés, si ce sont des hommes intelligents, ils savent que la réalité est dynamique. Donc, de temps en temps, on peut adapter ces cadres, on peut les réaménager. Mais en même temps, il faut qu'il y ait un noyau de valeurs, un noyau civilisationnel qui soit protégé. À quel niveau situez-vous l'État stratège? C'est dans l'ordonnation? Oui, l'État stratège est un élément de cette mise en ordre. Les États africains en particulier doivent avoir une forte composante d'État stratège. Mais pour cela, il faut avoir formé les gens. Malheureusement, ils ne le font pas. À titre souverain, ils ne le font pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des Africains qui soient des stratèges. Mais il n'y a pas une pensée d'État dans la plupart des États africains pour avoir des stratèges. Or, ce sont les stratèges qui doivent être les pilotes de l'État, qui doivent être les timoniers et les timoniers assistants, pour pouvoir affronter la mer tumultueuse de la mondialisation. Parce que la mondialisation est essentiellement maritime. Et elle bouge. Il y a des vents qui sont extrêmement brutaux. Et si vous n'êtes pas préparé, vous vous êtes sabordé et vous vous noyez. Merci infiniment, professeur. Nous avons bouclé avec le cœur de notre discussion, qui était le texte. Nous allons clôturer par le paratexte. Deux petits éléments. Politique, pouvoir et leadership. Professeur, si je vous dis leadership, followship, partnership, qu'est-ce que ça vous évoque? Ce que ça évoque, c'est effectivement... En lien avec la question du pouvoir et de la politique. Oui, c'est effectivement ce que, depuis longtemps, la pensée, la sagesse politique ont abordé. À commencer, je suis désolé encore une fois, par la théologie égyptienne. La théologie égyptienne qui dit que les hommes sont le troupeau de Dieu, est la source de toutes les théories qu'on appelle les théories du pastorat politique, qu'on va trouver par exemple chez Platon, et là c'est un héritage qui lui vient de l'Égypte, je suis désolé, qu'on retrouve aussi chez des penseurs plus récents comme Michel Foucault. Le leadership, c'est en fait la fonction du pasteur, du berger, du guide, du timonier, de celui qui conduit. C'est l'art de la conduction politique. Comment on conduit les collectivités. Ça, c'est très, très important.
Et ce n'est pas de l'ordre du hasard. Il faut former les bergers, il faut former les pasteurs, il faut former les timoniers qui conduisent le peuple. Parce que c'est un art extrêmement complexe et c'est un art en permanente évolution. Et la formation doit suivre les transformations, les évolutions du monde. Ça peut vous paraître abstrait, mais je vais vous prendre quelques références pratiques. Par exemple, en France, c'est ce que Napoléon a essayé de faire en réformant le système des grandes écoles d'État, en créant, par exemple, Polytechnique, et à partir de là, on a créé tout un bloc d'écoles qui sont les écoles d'État. Un État a besoin de ce qu'on a appelé plus tard une technostructure. Et une technostructure extrêmement compétente. Ça ne doit même pas être des amusements. Si vous mettez, permettez-moi l'expression, des ploucs, vous êtes mort. Il faut des gens extrêmement compétents dans chaque grand domaine scientifique, technique et technologique. Au-delà de ces gens qui sont la base de l'État central, il faut une super élite qui, elle, est formée à la coordination qui naisse du choc entre les différents domaines. Parce que l'activité d'un gouvernement, c'est la gestion des contradictions et des tensions. Par exemple, je prends un exemple. La République du Cameroun mène des politiques en matière culturelle qui passent par différentes institutions. Laissons le ministère de la Culture. Le ministère de la Jeunesse, par exemple, et de l'Éducation civique, il y a un rôle important pour tout ce qui concerne, par exemple, la construction du civisme républicain. Maintenant, on a une commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme qui travaille donc sur les questions de régulation, qui sont en fait des questions de cohésion intercommunautaire et interidentitaire. En raison même de la définition du périmètre de chacune de ces structures, elles vont se heurter. Il faut donc qu'il y ait des gens qui soient capables d'assurer la coordination pour limiter les conflits entre ces structures organisationnelles de l'État. Et ces gens-là doivent avoir une formation polyvalente et polytechnicienne parce que la structure des problèmes est une structure complexe. Vous ne pouvez pas les aborder simplement sous un angle. Et le défi que les pays africains au-delà du Cameroun doivent réaliser, c'est d'inventer de nouvelles formes d'éducation qui cassent la séparation entre les sciences ou les sciences de la matière et la nature et puis les sciences humaines et sociales. Dans notre phase historique actuelle, on a besoin des gens qui aient les mécanismes de raisonnement qui viennent de ces deux ordres de savoir et non des gens qui les ont de manière séparée. Sinon, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Fellowship, partnership. Fellowship. Le fellowship est en réalité dans le sillage du leadership. Ce qui me paraît plus important, c'est le partnership. Parce que le partnership, c'est la manière dont on modèle les orientations qui conduisent une entité collective. Et une grande partie des problèmes que nous avons sont des problèmes de partnership avant d'être des problèmes de leadership. Est-ce que nous avons une définition appropriée, compte tenu de la structure de notre situation, des modèles d'organisation et d'orientation qui doivent permettre à nos collectivités, à nos sociétés de résoudre leurs problèmes et d'arriver dans des états de confort manifestement supérieurs, sans que nous ayons à renier notre personnalité profonde. Parce que l'une des erreurs que les lettrés et les acculturés africains font, c'est qu'ils pensent qu'il faut couper absolument l'Afrique de sa racine. Et là, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que la racine africaine est ce qui fait notre spécificité. Et rien ne dit que nous ne sommes pas en mesure de nous en servir pour construire une modernité qui puisse peut-être avoir des traits des autres, mais qui ait des traits spécifiques, qui soient les nôtres. Voilà
le chemin, à mon avis, que nous devons explorer. Quand certains intellectuels africains, je n'aurais pas l'indélicatesse d'évoquer des Corans, parlent du retour en Égypte. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par retour en Égypte? Non, en fait, il y a plusieurs manières d'aborder ce qu'ils appellent le retour en Égypte ou le retour aux sources. C'est qu'ils disent que chaque collectivité ou ordre de collectivité, ce que j'appelais des aires civilisationnelles, a ses sources et ses souches. Et qu'une collectivité qui est coupée de ses sources et de ses souches erre. Et à partir du moment où elle erre, elle est donc perdue, elle est dans la dérive. En cela, ils ont parfaitement raison. Ils disent alors que pour que nous puissions nous retrouver, nous avons intérêt à retourner vers ce qu'on peut encore identifier de notre archive. Là, ils ont toujours raison. Par contre, là, ils n'ont sûrement pas raison. C'est de croire qu'on peut reconstituer, en quelque sorte à l'identique, les conditions d'existence et de vie qu'il y avait à ce moment-là, à cette époque. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Ce n'est pas possible parce que les interactions avec d'autres aires civilisationnelles ont détruit cela. Mais ces interactions ne peuvent pas tout détruire parce qu'il y a des choses qui sont intériorisées en nous, même si elles sont inconscientes. La mémoire génétique. Il y a la mémoire, ce que vous appelez génétique. Il y a des vestiges. Il y a des vestiges dans les pratiques culturelles, la langue, les habitudes. Il y a même des vestiges matériels. Donc, on peut se servir de cette archive. Je suis toujours d'accord, mais on ne peut pas rentrer dans le passé parce qu'il y a la flèche du temps. Le temps passe et il est au moins largement irréversible. À supposer même qu'on puisse le renverser, l'énergie et l'information à dépenser pour le renverser sont très, très importants et ce n'est peut-être même pas utile. Par contre, on peut se servir de cette archive pour construire une modernité qui nous exprime, une modernité qui soit expressive de notre situation dans le monde, de notre singularité qui ne doit pas être vécue comme de l'isolationnisme culturel ou civilisationnel. Il ne s'agit pas de s'isoler de manière absolue. Il s'agit d'exprimer sa spécificité comme un élément qu'on met dans l'interaction, l'interdépendance mondiale. Parce que justement, dans les conditions actuelles, on veut nous réduire à n'être que des consommateurs de biens matériels et des consommateurs de biens culturels et des consommateurs de biens moraux. On nous exclut du statut de producteur des biens matériels, biens moraux, biens culturels. C'est contre ça que moi je m'élève. Professeur, il y a quelques temps, un ami qui nous est commun a publié une thèse, a soutenu une thèse intitulée « Le standard africain de société démocratique ». Oui. Est-ce qu'un tel standard existe, ce n'est pas dans le sens de refaire une thèse, est-ce qu'un tel standard de société démocratique existe? S'il y avait un standard africain de société démocratique, quel serait son contenu? Est-ce qu'un standard africain existe? Il n'existe pas de manière absolue. Il existe si on entreprend de le construire. Maintenant, on le construit sur la base d'un certain nombre de valeurs de référence. Et le problème qui se pose, c'est de savoir quelle est l'origine des valeurs de référence. Est-ce que ces valeurs de référence sont des valeurs qui viennent d'ailleurs et à qui il s'agit de donner une configuration africaine? Est-ce que ce modèle, ce standard-là, ne sera configuré qu'en fonction de ces valeurs extérieures? Ou alors, est-ce que ces valeurs sont des valeurs qui doivent venir exclusivement de l'intérieur? Ou encore, est-ce que ces valeurs sont une combinaison de valeurs intérieures et de valeurs extérieures? Moi, je suis pour la troisième approche, mais avec une domination des valeurs internes par rapport aux valeurs qui viennent de l'extérieur.
À partir de ce moment, nous avons nos propres référentiels de la démocratie. Le terme même démos est encore notre héritage. Démos, en grec, veut dire maison. Après maison, ça veut dire peuple. Tumbu, en zoulou, c'est un mot qui est dans le même ordre. Tembe, en wagogo, langue de Tanzanie, c'est un mot qui est dans le même ordre. Tumba, en ce qu'on appelle aujourd'hui le Douala et que d'autres appellent le Kingala, c'est un mot qui est dans le même ordre. Jama, en Swahili, c'est un mot qui est dans le même ordre. Le démos ne nous est pas étranger. Nous en sommes la source. Sur quoi s'est fondée la démocratie des Grecs? La démocratie des Grecs s'est fondée sur des unités administratives qui étaient des espèces de districts d'arrondissement qu'on appelait les dèmes. Et d'où viennent les dèmes? Les dèmes viennent de l'Égypte. C'est ce qu'on appelait en Égypte Temao. Et c'est Temao qui est Tembe, qui est Tumbu, qui est Tumba, qui est Jama, qui est Djamou à Malinké. La souche est la nôtre. Nous n'empruntons pas la démocratie. C'est nous qui sommes la souche de la démocratie. Mais la démocratie a fait l'objet d'autres réappropriations. Et d'ailleurs, les démocraties dites modernes sont plus des aristocraties que de la démocratie. On oublie que le système démocratique moderne, c'est ce que C.B. Macpherson, grand théoricien politique, appelle l'aristodémocratie. Ça veut dire qu'en fait, là, contrairement à ce qu'il dit, ce n'est pas le peuple qui gouverne. Ce sont les représentants du peuple. La donnée que le peuple a, c'est qu'il peut contrôler de temps en temps l'action de ceux qui gouvernent. Il peut le contrôler par différents outils. Pour resserrer le contrôle, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le référendum d'initiative populaire ou le référendum participatif dans certains pays. Par exemple, la Suisse est très, très avancée là-dedans. Mais il y a évidemment le contrôle par l'élection. Mais toujours est-il que ceux qui dirigent ont leurs intérêts propres. Et c'est un problème qu'en économie politique, Eric Banfield a posé, c'est le fameux problème de l'agency. C'est-à-dire la distinction entre celui qui est le représentant et qui exerce le pouvoir et celui qui est le représenté, qui confère le mandat au représentant pour exercer le pouvoir. Il y a toujours une distance. Or, quelle est la forme la plus démocratique? Mais la forme la plus démocratique, et c'est là où l'anthropologue français Pierre Classe avait raison quand il étudiait les sociétés indiennes, notamment les Yanomami, dans son livre célèbre sur l'État contre l'État, où il montrait qu'en réalité, ce sont ces communautés, ces sociétés où on a réduit le rapport, la distance entre gouvernants et gouvernés qui sont en réalité les sociétés les plus démocratiques. Et Jean Bechler, vous voyez, c'est à dessein que je ne cite pas les penseurs afrocentriques, je vous cite les penseurs occidentaux. Jean Bechler disait que les premières démocraties de l'humanité sont nées en Afrique. C'est-à-dire avec la genèse même de l'homme. Donc, il n'y a pas de problème à ce qui est des démocraties africaines. Mais ces démocraties africaines ne peuvent pas être pertinentes si elles n'appliquent pas le code civilisationnel dont je vous ai parlé, qui est le code communautaire. C'est quoi le code communautaire? C'est un code dans une civilisation où il y a un être qui est réduit de la manière la plus importante, qui n'existe pas de manière forte. Cet être qui n'existe pas de manière forte, c'est l'individu. L'individu est une mutation occidentale. Parce que les sociétés humaines sont des sociétés du commun. Et l'une de ces sociétés a engagé une mutation pour créer un nouveau type d'êtres sociaux. C'est ce qu'on appelle les individus. Les sociétés occidentales sont typiquement des sociétés d'individus.
Or, le reste des sociétés humaines sont des sociétés de personnes. Ce n'est pas la même chose. C'est toute une autre architecture historique, morale, culturelle et ce que vous voulez. Et donc, quand vous voulez forcer pour transformer des sociétés de personnes en sociétés d'individus, c'est un parcours qui est extrêmement traumatique et qui fait souffrir. Et c'est cette souffrance que l'Afrique connaît parce qu'on lui a dit qu'il faut à tout prix qu'elle devienne un continent où les sociétés sont des sociétés d'individus. Alors que nous sommes des sociétés de personnes. Ça veut dire que chez nous, l'individualité est réduite à l'individualité physique. Je ne suis pas vous en tant qu'être physique, être biologique. D'accord? Mais nous deux, dans la chaîne de nos relations sociales, nous sommes des personnes, docteur Macon. Ça veut dire qu'on nous rattache toujours à un lien. Vous êtes le frère de, le fils de, le cousin de, l'ami de, le mari de, le père de. Bien sûr, ces liens existent même dans les sociétés d'individus, sauf que dans les sociétés d'individus, on a hiérarchisé, on a dit l'individu d'abord. Et voilà tout le problème que le processus étatique d'origine occidentale a dans les sociétés de communauté. Parce que le processus étatique occidental ne connaît pas d'intermédiaire entre l'État et l'individu. Or, chez nous, il y a toute une série de groupes entre l'État et l'individu. L'individu potentiel. Ça fait donc quoi? Ça fait que pour l'instant, peut-être que ça peut changer demain, l'individualisation chez nous fonctionne sur un modèle anarchique. Et ça produit plutôt du désordre que de l'ordre. Professeur, nous allons clôturer par une petite question qui est en lien avec le développement, entre guillemets. Oui. Même si le terme peut... Non, moi, ça ne me gêne pas. Voilà. Je suis un fils de la première tradition, donc ça ne peut pas me gêner. Je suis un diplômé d'études africaines d'une université occidentale. Voilà. Et largement formé aux études de développement. Voilà. Quand on analyse les trajectoires des sociétés africaines aujourd'hui, on a l'impression de vivre au moins deux niveaux pour ce qui est de deux ères, ce qu'on peut appeler les pays africains francophones et les pays africains anglophones. Il y a des considérations comme celles relatives à la monnaie, à la démocratie, et j'en mets plein de choses à l'intérieur. Quel est votre point de vue par rapport à cette trajectoire? Est-ce qu'il y a une malédiction des pays francophones? Non. Et quelle serait-elle? Ou bien s'il y a des limites, quelles seraient-elles? Tout ça, c'est un regard colonial. Pourquoi? Il y a certainement des nuances qui peuvent avoir en partie à faire avec, disons, le mode de colonisation. D'accord. Mais les choses sont relatives. Bon, vous parlez de pays anglophones qui seraient performants et de pays francophones qui seraient performants. Je ne crois pas. Il y a des pays anglophones qui ne sont pas performants. Il y a des pays francophones qui sont performants. Peut-être, pour certaines raisons, encore faut-il voir que si ça a trait vraiment avec l'anglophonie, les pays francophones seraient performants dans cette autre idée. Mais de toutes les manières, ça c'est des diversions. Pourquoi c'est des diversions? Parce que depuis que l'Afrique est indépendante, quelle que soit la puissance coloniale qui contrôlait tel ou tel pays, quelle que soit l'orientation idéologique, capitaliste, socialiste africain, qui était au pouvoir, quel que soit le système, État de parti unique ou démocratie, aucun pays africain, aucun, n'a réussi le défi décisif par rapport aux structures dominantes du monde. Franchir la frontière industrielle. Voilà le vrai problème. Aucun. Même ceux dont on vous dit qu'ils ont eu des bons dirigeants, et il n'y en a pas eu que des mauvais, n'ont pas franchi cette frontière. Et si donc des bons n'ont pas été capables de franchir la frontière, ça veut dire que le problème n'est peut-être même pas simplement un problème de performance des leaders. Ça veut dire que le problème fondamental, ce sont les structures du monde et les niches dans lesquelles les pays africains sont inscrits. Si ces niches sont extrêmement désavantageuses, même avec des leaderships brillants, on n'ira pas
très loin. D'autant plus que la forme d'organisation qu'on a choisie, pour l'instant, n'a pas pu prendre en charge ces défis, c'est-à-dire l'État d'origine westphalienne. Le jour dont il y aura un pays africain qui aura traversé la frontière industrielle, que ce soit une démocratie pluraliste, un État de parti unique, un pays socialiste, un pays capitaliste, là, on pourrait en rediscuter. Moi, je dis que le problème, ce sont les structures. À partir de là, je dis aussi que les Africains doivent comprendre qu'ils ne sont pas n'importe quelle ère civilisationnelle dans le monde actuel. Et qu'ils ne peuvent s'en sortir. Il n'y a pas deux voies, il n'y a qu'une seule. La libération n'est que panafricaine. Il n'y a pas un autre chemin. Tant que nous ne le comprenons pas, tant que nous nous moquons de cet horizon, nous allons, comme on le dit dans les quartiers populaires, nous allons courir dans le sac. Ça veut dire que nous sommes dans une impasse. Merci, professeur. Nous allons regarder de façon cultive quelques livres d'approfondissement que vous nous avez proposés. Les livres d'approfondissement, symboliquement, je vais commencer par le livre d'un aîné, d'un frère, d'un collègue, qui est le professeur Janvier Onana, qui s'appelle « Initiation à la science politique ». C'est un livre qui est paru chez un éditeur réputé que vous connaissez, L'Harmattan. Il y a Jean Baudouin, Introduction à la sociologie politique. C'est un livre qui est globalement accessible pour quelqu'un qui a un bon niveau de formation, qui a eu son bac de la manière la plus sérieuse. Il peut commencer à entrer là-dedans pour comprendre ce que c'est que la science politique. Philippe Broget, puis des livres essentiellement francophones. Philippe Bro aussi, c'était la science politique, c'est un que sais-je, c'est une collection qui effectivement travaille sur les livres d'apprentissage. Introduction à la science politique de Jean Baudouin. Là, par contre, c'est déjà un livre un peu plus costaud, mais c'est encore une fois un livre d'un Africain, Paul Nda, qui est un professeur de sociologie politique ivoirien, qui fait un livre sur la sociologie politique. Là, c'est encore un livre d'un Africain, même si c'est un Africain afro-politanisé. C'est mon frère et ami Fred Eboko, qui a un bon livre sur comment on peut repenser la question des politiques publiques en Afrique. Donc ça, c'est pour essayer, mais il y a des milliers, sinon des centaines de milliers de livres sur ces choses. Là, c'est simplement pour me localiser. Moi-même, ça, c'est le dernier livre que j'ai dirigé avec le docteur Michel Oyan, l'état civil au Cameroun, un révélateur de l'étatisation. Là, ce sont nos exemplaires, je suppose. Malheureusement, je n'en ai pas, donc je pourrais malheureusement pas vous le donner parce que je n'ai que cela pour l'instant. Vivement qu'ils arrivent. Oui, vivement. Là, c'est un livre dirigé par Jean Bosco Tala, Guillaume-Henri Niepi et moi-même sur Société civile et engagement politique au Cameroun. C'est un livre, en fait, qui réfléchit à partir de recherches de sociologie politique sur la société civile au Cameroun. Là, encore une fois, c'est un livre dirigé avec l'éminent Fabien Eboussi Boulaga, Jean Bosco Tala, Claude Abbé et moi sur Repenser et reconstruire l'opposition camerounaise. Ouais. Professeur, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Wafrica TV. Nous espérons vous retrouver très prochainement. Est-ce que vous avez un mot de fin? Je vous dis merci. J'ai trouvé grand intérêt à discuter avec vous, même si évidemment on n'avait pas toujours le temps d'approfondir toutes les questions. Mais effectivement, il y a ce problème.